Donc, Open Food Facts est une base de données d'information alimentaire qui a une forme tout à fait particulière puisqu'elle est collaborative. Hein, donc, en ce sens, elle est comparable à Wikipédia. On a plus de 20 000 contributeurs à travers le monde. Elle est donc internationale, sans limite de taille et de produits. Aujourd'hui, on a 1 500 000 produits en base, avec 14 pays qui ont plus de 5 000 produits et, si mes souvenirs sont 9 pays qui ont plus de 10 000 produits dans la base. Et surtout, également comme Wikipédia, elle est librement réutilisable en open data, c'est-à-dire que les données qui sont produites par les contributeurs sont librement téléchargeables, réutilisables, à la fois par des individus, mais aussi par des autres applications. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire avec une des choses qui est extraordinaire avec Open Food Facts, c'est que nous sommes réutilisés par plus de 100 applications mobiles. Donc, il y a d'autres applications. Nous, on a nos apps qui permettent aux gens de contribuer. Mais il y a d'autres apps qui peuvent être spécialisées. Certaines, par exemple, sont spécialisées sur les allergies, d'autres sur certains types de publics, comme les femmes enceintes, ou d'autres encore sur le calcul de calories. Eh bien, toutes ces apps, elles vont utiliser toutes ces données collectées par des milliers de contributeurs Open Food Facts. Et puis, évidemment, comme pas comme peut-être tous les communs, mais en tout cas comme souvent dans le cas des communs, on est sous forme associative, strictement indépendant de l'industrie, et donc avec là encore un fonctionnement plutôt collaboratif avec des adhérents, un conseil d'administration, etc. Au tout début, l'idée c'était de faire une base de données sans forcément avoir une vision très claire que ça allait devenir un commun international, mais c'était possible, alors on l'a fait. Et puis petit à petit, les gens qui à la fois pilotaient le projet et puis aussi beaucoup la communauté se sont dit mais finalement on est quand même un peu autre chose qu'une base de données. On est devenu autre chose. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Wikipédia, par exemple, est juste une encyclopédie. On ne peut pas dire que OpenStreetMap, c'est seulement une base de données cartographique. C'est devenu un écosystème complexe, un écosystème de relations et de connaissances. Et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose de très puissant, ou qui va devenir en tout cas très puissant. Aujourd'hui, on n'a évidemment pas la taille d'OpenStreetMap ou de Wikipédia, mais on continue notre petit bonhomme de chemin et on espère y parvenir d'ici quelques années. En fait, l'open data, c'était un peu la porte d'entrée vers le commun, peut-être. Tu ne penses pas dès le départ à un commun, en tout cas au démarrage du projet, le projet était un projet de base de données. Et l'open data, du coup, t'ouvre à un monde très différent de celui de l'industrie et de la production de connaissances ou de données traditionnelles, puisque dès le départ, on dit, ben non, ben, toutes ces données, on va les organiser sur une logique de pot commun. Donc ça étonne. En même temps, c'est très puissant parce qu'il y a tout de suite il y a des gens qui réutilisent, donc qui viennent discuter avec toi, qui viennent s'intéresser à ton projet, donc qui s'enrichit très vite. Il y a des gens qui s'agglutinent, mais c'est effectivement peut-être une espèce de cheval de Troie ou de porte d'entrée ou d'outils, si tu veux, qui permet dès le départ de fixer un peu les choses, qui permet de fixer une direction et qui petit à petit s'enrichit et devient effectivement peut-être un peu sans le savoir ou qui devient un commun. Il faut être bien clair sur le fait que le projet n'est effectivement pas un projet entrepreneurial. Effectivement, si on avait voulu gagner beaucoup d'argent, peut-être qu'on aurait créé une start-up. Il y en a d'ailleurs qui sont une start-up, par exemple, qui est très connue, qui s'est créée sur la base Open Food Facts, qui est Yuka,
donc une application aujourd'hui très connue. C'est une start-up et au départ, ils sont nés grâce aux données d'Open Food Facts. Ensuite, ils ont souhaité faire leur propre base. Ils ont fait ça parce qu'ils pensaient en fait, qu'ils nourrissaient en quelque sorte la concurrence. En fait, c'est un peu des mondes, on vit un peu dans des mondes, je dirais pas parallèles, mais vraiment des mondes qui ont du mal à se parler. Euh, dans l'optique entrepreneuriale, tu as un marché avec des concurrents et évidemment, ce que tu dois essayer de faire, c'est de dominer tes concurrents, de vendre le plus possible, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Après, on respecte tout à fait les entreprises qui veulent gagner de l'argent, etc. Mais notre objectif, c'était vraiment… Alors, au départ, c'était de créer une base de données. Au départ, c'était en 2012, c'était les débuts de l'open data. Donc, il y avait cette idée qu'on allait pouvoir faire des choses avec ces données. On ne savait pas encore bien quoi, en fait. En 2012, les usages de l'open data, de données ouvertes, ils n'étaient pas encore si nombreux et on ne parlait pas tellement de commun numérique à l'époque. Donc, ce n'était pas dès le départ dans la tête du fondateur Stéphane Gigondet. Mais petit à petit, avec le recul du temps aussi, on est amené à réfléchir à tout ça. Et puis, on comprend que finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de transformer l'alimentation. Alors, ça a l'air d'être un bien grand mot comme ça, mais la transparence alimentaire, aujourd'hui, qu'on rend possible, eh bien, elle bouscule les producteurs alimentaires. Et aujourd'hui, elle permet, par exemple, la création de scores, d'outils d'analyse simplifiés de la qualité alimentaire des produits. Donc aujourd'hui, c'est par exemple le Nutri-Score qui est très connu et qui a été créé aussi grâce à l'aide d'Open Food Facts. Et surtout qui a été diffusé en premier par Open Food Facts avant d'être un score public en France. L'État a adopté en fait le Nutri-Score après en fait que nous on l'ait déjà proposé sur les produits qu'on avait en base. Et puis demain ce sera d'autres scores. On est en cours de lancement d'un autre score qui lui sera lié à l'environnement, donc nutrition, environnement. Donc toujours dans cet objectif là encore de transformer l'alimentation par une logique vertueuse. La logique vertueuse qui étant que plus on a de produits ouverts et plus on a de transparence alimentaire, plus ça crée des usages, et notamment des usages en termes scientifiques, et plus ces usages conduisent à éclairer à la fois les consommateurs, mais aussi les producteurs, parce qu'on s'adresse aussi aux producteurs, et des producteurs qui nous disent « mais c'est super, grâce à vous, je sais comment améliorer mes produits, je sais quels produits je vais pouvoir cibler pour avoir des produits plus sains. » Et puis, dans ce cercle vertueux là, dont je te parle, il y a aussi les contributeurs, donc les consommateurs éclairés par les données d'Open Food Facts deviennent à leur tour des contributeurs, et ces contributeurs enrichissent à nouveau la base, etc. etc. Et donc, ce cercle fait que plus on a de produits et plus on a de contributeurs éclairés, et plus ça s'auto-entretient et plus on arrive à transformer l'alimentation. Alors moi, je ne crois pas, parce que alors c'est une question qui est vraiment intéressante. Mais là encore, on peut comparer. En fait, nous, on se compare souvent avec nos deux grands frères, que sont Wikipédia et OpenStreetMap. Aujourd'hui, on ne voit pas ni OpenStreetMap, ni Open Food Facts, Wikipédia, on ne voit pas ces deux gros projets rejoindre un État ou devenir public dans quelque État que ce soit. On voit bien que l'ensemble des contributeurs internationaux du projet apprécient justement cette ambition internationale et cette ambition un peu universaliste de ces projets-là. Un commun, ce n'est pas un commun
enfin, en tout cas, nous, comme on le conçoit au niveau d'Open Food Facts, ce n'est pas un commun qui va agir juste au niveau d'une région ou d'un pays. La base de données, elle est la même pour tous les pays. Alors évidemment, on se préoccupe des données locales. Évidemment, on se préoccupe, par exemple, selon les pays, il va y avoir des labels qui vont être très différents. Des labels sur la santé publique. Par exemple, là, le Mexique vient d'adopter un label sur les produits qui sont trop salés, trop sucrés, etc. Donc ce label, petit à petit, on va essayer de l'intégrer dans la base. Mais le moment venu, la base, elle est quand même internationale, donc avec des possibilités, par exemple, de comparaison de marques entre les pays. Aujourd'hui, on sait que certaines marques, selon les pays, vont avoir des produits beaucoup plus salés, beaucoup plus sucrés, et vont avoir des compositions très différentes de produits qui pourtant ont l'apparence d'être les mêmes dans tous les pays. Des produits comme le Fanta, par exemple, ont des compositions différentes selon les pays. C'est très variable. On a à peu près une quinzaine, peut-être un peu plus, une vingtaine d'apps qui contribuent. Les autres ne contribuent pas. Alors, dans ces apps, il y a des choses qui sont très diverses. Il y a des projets d'étudiants qui sont devenus des apps et qui fonctionnent toujours sur Internet, mais qui, malgré tout, sont plutôt des tests. Et puis, on a aussi des applications très professionnelles, mais qui visent un créneau qui est très resserré et qui donc aurait peut-être un peu de mal à contribuer. On n'oblige pas ces apps à devenir contributeurs parce que où est-ce qu'on met la limite des obligations et puis bon, nos données sont en open data, on ne va pas s'inventer des licences qui du coup vont être très complexes à comprendre, à lire, etc. L'intérêt aussi des licences open data, c'est qu'elles ont été glosées déjà depuis longtemps sur Internet. Nous, on utilise des licences parfaitement standards que sont le DBL ou la licence Creative Commons, et donc qui permettent aux gens qui découvrent nos données de très rapidement savoir ce qu'ils vont pouvoir en faire, parce que les licences sont très répandues. Au tout début, l'idée, c'était de faire une base de données sans forcément avoir une vision très claire que ça allait devenir un commun international, mais c'était possible, alors on l'a fait. Et puis, petit à petit, les gens qui, à la fois, pilotaient le projet et puis aussi beaucoup la communauté, se sont dit, mais finalement, on est quand même un peu autre chose qu'une base de données. On est devenu autre chose. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Wikipédia, par exemple, est juste une encyclopédie. On ne peut pas dire que OpenStreetMap, c'est seulement une base de données cartographique. C'est devenu un écosystème complexe, un écosystème de relations et de connaissances. Et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose de très puissant, ou qui va devenir en tout cas très puissant. Aujourd'hui, on n'a évidemment pas la taille d'OpenStreetMap ou de Wikipédia, mais on continue notre petit bonhomme de chemin et on espère y parvenir d'ici quelques années. C'est peut-être prendre soin de ce commun. Prendre soin, c'est peut-être pas seulement l'aider de manière très concrète en étant dans le projet, etc. Mais c'est d'abord savoir qu'il existe, en faire aussi, en parler autour de soi, se dire quand il y a un sujet qui concerne l'alimentation, ah bah tiens, il y a un commun qui est celui d'Open Food Facts. Est-ce que ces gens-là, par exemple, ont quelque chose à dire sur cette question-là? Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à raconter sur tel ou tel sujet? Aujourd'hui, ces histoires de communs, et en particulier de communs numériques, elles démarrent depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on peut dire, pour d'autres communs plus réputés. Mais elles ont encore une place à se faire. Elles ont encore, je pense, des publics à aller chercher. Elles ont encore… et un commun, vraiment, moi j'aime bien cette idée de soin. Un commun, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qu'on a envie de choyer parce qu'il apporte justement des choses
très intéressante à l'ensemble de la société. Il apporte du débat, il apporte de la contradiction, il apporte des tas de choses. Et donc, prendre soin collectivement de ce commun, c'est une ambition qui me paraît vraiment être intéressante.